Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Votre entreprise est locataire d'immeubles? Le régime fiscal. La présente étude a pour objet de présenter les impôts, taxes et obligations auxquelles sont tenues les entreprises qui versent des loyers pour des locaux professionnels ou d'habitation qu'elles utilisent en tant que locataires. Pour être plus pratique, nous proposons de vous présenter le régime fiscal appliqué à ces baux à travers cet exemple. La société Exco SA a signé le 1er janvier 2017 deux contrats de location avec l'agence immobilière Reich. Un contrat pour ses bureaux pour un loyer mensuel de 800 000 FCFA et un autre pour le logement non meublé, 4 pièces, de son directeur général pour un loyer mensuel de 600 000 FCFA. Le premier contrat a été conclu pour une durée de 6 années et le second d'une année renouvelable par tacite reconduction. Le fiscaliste de la société EXCO SA devra opérer comme suit. 1. En matière d'impôt sur les sociétés, IS. 1.1. Concernant les loyers des locaux professionnels. En application des dispositions de l'article 112 du Code général des impôts, tome 1, les loyers versés par Rent SA à l'agence Reich constituent des frais généraux et viennent à ce titre en déduction qu'ils ne soient pas exagérés en comparaison des loyers habituellement pratiqués pour des immeubles. 1.2. Concernant les loyers des locaux d'habitation. Les loyers payés par l'entreprise à titre de logement du personnel ne sont déductibles qu'à condition qu'ils constituent des avantages en nature pour le dit personnel à comprendre dans l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu du personnel bénéficiaire de l'avantage. À défaut, ils doivent être réintégrés dans le bénéfice imposable. 2. En matière de TVA. 2.1. Concernant les loyers des locaux professionnels. Les loyers facturés par l'agence IMMODA à Rent SA sont soumis à la TVA et au centime additionnel, au taux global de 18,9%. Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 12 mai 1997, la TVA grevant les loyers commerciaux est en principe récupérable au niveau de Exco SA dans la mesure où elle se rapporte à des services nécessaires à l'exploitation. 2.2. Concernant les loyers du local d'habitation. En vertu des dispositions de l'article 7 alinéa 12 de la loi portant sur la TVA, les locations d'immeubles nus à usage exclusif d'habitation ne sont pas soumises à la TVA. En conséquence, l'agence Reich ne facturera pas les loyers avec de la TVA. À noter, les locations de locaux meublés sont soumises à la TVA. Cette TVA n'est pas récupérable conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi numéro 12A97 du 12 mai 1997 portant sur la TVA, qui exclut du droit à déduction les dépenses de logement. 3. En matière de droit d'enregistrement et de timbre. 3.1. Droit d'enregistrement. Les contrats de location signés par la société Exco SA doivent être soumis à la formalité d'enregistrement dans le délai de 3 mois à compter de leur date de signature. En vertu des dispositions de l'article 18.1 du tome 2 du Code général des impôts, ils sont assujettis au droit de 5% assis sur le montant annuel des loyers, augmenté des charges imposées aux locataires. Lorsque les baux sont à période, le montant des droits d'enregistrement peut être fractionné en autant de périodes que le bail comporte de périodes ou de périodes triennales s'il s'agit d'un bail à longue durée fixe. Les droits d'enregistrement seront payés pour la première période du bail lors de l'enregistrement, et pour les autres périodes dans les 3 mois du commencement de la nouvelle période. Important, s'agissant des baux qui sont à durée illimitée, la loi prévoit que l'assiette est égale à 20 fois le prix annuel auquel s'ajoutent les charges annuelles. Conformément aux dispositions de l'article 217 du tome 2 du CGI, le taux d'enregistrement est de 10%. En l'espèce, la société de Exco SA paiera les droits d'enregistrement comme suit. Cas des locaux professionnels. Pour un loyer annuel de 9 600 000 FCFA, les droits d'enregistrement à payer s'élèvent à 2 880 000 FCFA, 960 000 x 3 ans, pour la première période triennale allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Cas du local d'habitation. Pour un loyer annuel de 7 200 000 FCFA,
Les droits d'enregistrement à payer s'élèvent à 360 000 FCFA, 7 200 000 multiplié par 5%, pour la période du bail allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Lorsqu'il s'agit des contrats qui se renouvellent par tacite reconduction, le locataire doit chaque année acquitter les droits d'enregistrement au moyen d'une déclaration à transmettre aux services fiscaux au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de chaque période annuelle. Tout retard constaté lors de l'enregistrement de ces contrats est passible d'une amende égale aux droits réclamés. Il en est de même pour le défaut de paiement des droits d'enregistrement afférents aux périodes de renouvellement. Remarque, les droits d'enregistrement sont augmentés de centimes additionnels. En vertu des dispositions de l'article 216 bis du tome 2 du Code général des impôts, le taux des centimes additionnels sur les baux est de 5% des droits d'enregistrement. Le redevable des droits d'enregistrement est, selon l'usage, le locataire. Cependant, en cas de non-paiement, le propriétaire est tenu solidairement au versement des droits. À noter, lors de la formalité de l'enregistrement, il devra être apposé sur chaque feuille d'un exemplaire original du contrat, un timbre fiscal de 1000 FCFA à la charge du locataire, c'est-à-dire de la société Exco SA. 4. En matière de taxe immobilière. Le locataire est tenu au paiement de la taxe immobilière, encore appelée taxe sur les loyers, pour le compte du propriétaire au plus tard le 28 février de chaque année au titre de laquelle elle est due. La taxe est égale au 1/12e des loyers échus pendant l'année. Elle peut être payée en 4 échéances. Article 5 nouveau. La taxe sur les loyers est payée par les locataires pour le compte des propriétaires ou usufruitiers et par les sous-locataires pour le compte des locataires, qu'il s'agisse des personnes physiques ou morales, dans la période du 10 au 20 des mois de mars, juin, septembre et décembre pour les anciens contribuables. Au cas d'espèce, pour le local professionnel, la taxe immobilière est de 800 000 et 600 000 FCFA pour le local d'habitation. Toutefois, le locataire qui paie les loyers à une agence immobilière, à un gérant de biens ou à une société civile immobilière est dispensé du paiement de la taxe, car celui-ci est effectué par l'agence immobilière, le gérant de biens ou la société civile immobilière si les immeubles appartiennent à un particulier. À noter, pour les baux nouvellement signés, la taxe est exigible dans les 3 mois qui suivent la date d'entrée en jouissance à raison des loyers à échoir au 31 décembre de ladite année. Le locataire déduit la taxe en une seule fois, à l'occasion du règlement des loyers relatif à la période allant du 1er janvier au 30 avril de l'année. Tout retard dans le paiement de la taxe immobilière sur les loyers donne lieu à l'application d'une majoration de 50% du montant de la cotisation qui n'aurait pas été acquittée dans le délai légal. 5. En matière de taxe sur la valeur locative des locaux professionnels. La taxe sur la valeur locative des locaux professionnels est perçue sur les locaux servant à l'exercice des professions soumises à la contribution des patentes. L'assiette de la taxe est la valeur locative des locaux professionnels imposables, évaluée par l'inspecteur divisionnaire des contributions directes et indirectes. Elle est due pour l'année entière au nom des occupants des locaux imposables. Elle est calculée au taux maximum de 15%. Le taux applicable au cours d'un exercice donné est fixé par les autorités locales compétentes. Il est par exemple de 12% à Brazzaville et 14% à Pointe-Noire. La taxe sur la valeur locative des locaux professionnels est comprise dans la contribution des patentes de la société Exco SA et est liquidée en même temps que la patente. La taxe est déductible des résultats de la société Exco SA. Le régime fiscal de l'abandon de créances à caractère commercial. L'abandon de créances, également appelé remise de dette, est souvent utilisé par des parties en relation d'affaires. Il consiste simplement pour un créancier à renoncer à recevoir paiement de la créance qu'il détient sur son débiteur. Le présent article a pour objet de présenter le régime fiscal de l'abandon de créances à caractère commercial entre entreprises. Définition. Est commercial l'abandon de créances qui trouve son origine dans les relations d'affaires de deux entreprises et qui est consenti soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d'approvisionnement. L'abandon de créances peut intervenir entre deux entreprises qui sont juridiquement indépendantes l'une de l'autre.
C'est ainsi que, par exemple, une entreprise de biens d'équipement peut venir en aide à son distributeur congolais en situation financière difficile. Il peut également exister entre sociétés d'un même groupe lorsque, par exemple, la société mère renonce à la créance qu'elle détient sur sa filiale qui commercialise ses produits au Congo. Il n'existe pas de texte régissant l'abandon de créance. L'opération peut résulter de l'accord des parties, remise de dettes, écrit ou verbal, ou d'une situation étrangère à leur volonté, insolvabilité du débiteur. Nous présentons succinctement ci-après le régime fiscal applicable à cet abandon de créance, notamment en matière d'impôt sur les sociétés et de taxes sur la valeur ajoutée, TVA. 1. Au plan de l'impôt sur les sociétés. 1.1. Du côté du bénéficiaire de l'opération, le débiteur. L'opération se traduit au plan comptable par la comptabilisation de la créance abandonnée en produit, par le débit du compte fournisseur. Par conséquent, cette opération génère en principe un profit exceptionnel imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de produits divers et exceptionnels, ou à l'impôt sur le revenu selon le cas. Cette imposition devient toutefois théorique, si le montant de l'abandon de créance consenti est totalement imputé sur les déficits de l'entreprise bénéficiaire de l'opération. 1.2. Du côté du créancier. L'abandon de créance constitue en principe, pour le créancier qui le consent, une perte qui doit venir en déduction de ses résultats imposables. Toutefois, nous estimons qu'en l'absence de position claire de l'administration fiscale sur la question, l'abandon de créance ne peut être admis en déduction que si l'entreprise créancière a effectué toutes les diligences nécessaires au recouvrement de sa créance. Dans la pratique, ces diligences s'entendent de la production d'un dossier circonstancié indiquant que toutes les voies de recours contentieuses pour aboutir au recouvrement de la créance sont épuisées, mise en demeure, exploit d'huissier, conclusion d'avocat, décision de justice, etc. L'envoi d'une simple lettre de rappel ou de mise en demeure ne suffit donc pas pour comptabiliser l'opération en perte déductible. À noter, l'entreprise créancière a la possibilité de constituer une provision pour créance douteuse qu'elle peut déduire de son résultat imposable si celle-ci remplit les conditions fiscales de déductibilité. Pour être déductibles, les provisions pour créance douteuse doivent notamment porter sur des créances nettement précisées dans leur montant dont le non-recouvrement est probable, et non simplement éventuel, et se rattacher à l'exercice au cours duquel l'événement qui les motive est survenu. 2. Au plan de la TVA. La loi n° 12A97 du 12 mai 1997 sur la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, au Congo soumet les abandons de créances à caractère commercial à la taxe sur la valeur ajoutée. En application des articles 2 et 3.8 de ladite loi, les remises de prêts et les abandons de créances constituent des opérations comprises dans le champ d'application de la TVA congolaise. Au regard de la législation applicable, l'abandon de créances consenti à une autre société en relation d'affaires constitue donc une opération imposable à la TVA, ainsi qu'au centime additionnel, car il est motivé par un objet commercial. Partant du principe qu'il n'existe pas de service gratuit entre deux entreprises en relation commerciale, l'administration fiscale présume que l'avantage consenti à l'entreprise débitrice serait justifié par les relations commerciales existant entre elles. Par conséquent, la TVA est due en rémunération d'un service particulier innommé, utilisé au Congo, fourni par l'entreprise débitrice de la créance. En principe, la TVA est due lors de l'enregistrement comptable de l'opération par le bénéficiaire. La TVA exigible sera calculée au taux de 18%, sur le montant de la créance abandonnée. Il convient de noter que les abandons de créances sont destinés à compléter le prix d'une opération imposable à la TVA. Dans cette hypothèse, l'abandon de créance est souvent accordé au débiteur qui réalise en même temps des opérations imposables à la TVA avec son client créancier pour compléter, voire se substituer totalement, le prix que lui doit ce dernier. L'exercice du droit à déduction de la TVA sur les abandons de créances s'opère conformément aux règles du droit commun. À noter, l'abandon de créance peut également résulter de l'impossibilité pour le débiteur de régler une facture de son fournisseur. Dans ce cas, le créancier fournisseur peut avoir déjà acquitté la TVA facturée sur cette opération,
s'il s'agit par exemple d'une vente, dans la mesure où la TVA y afférente est en principe exigible dans le mois suivant celui du fait générateur, constitué en l'occurrence par la livraison du bien objet de sa créance. L'article 26 de la loi sur la TVA prévoit la possibilité de récupérer la taxe acquittée à l'occasion des ventes ou des services qui sont par la suite résiliés ou annulés, ou restent impayés par voie d'imputation sur l'impôt dû pour les opérations faites ultérieurement. Toutefois, le même article précise que la récupération de la taxe acquittée à raison de ces opérations annulées ou résiliées est subordonnée à l'établissement et à l'envoi au client d'une facture nouvelle annulant et remplaçant la facture initiale. L'article 26 in fine de ladite loi ajoute que pour les opérations impayées, lorsque la créance est réellement et définitivement irrécouvrable, la rectification de la facture consiste dans l'envoi d'un duplicata de la facture initiale avec des indications réglementaires surchargées de la mention « facture demeurée impayée pour la somme de FCFA prior TVA » et pour la somme de FCFA représentant la TVA correspondante qui ne peut faire l'objet d'une déduction. Le remboursement de crédit de TVA. Il existe un crédit de TVA lorsque la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible. Ainsi, il se dégage un crédit d'impôt imputable sur les déclarations des mois à venir sans limitation jusqu'à apurement total. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 36 de la loi n° 12A97 du 12 mai 1997 portant institution de la TVA en République du Congo. En application de cette disposition, le crédit de TVA ne peut faire l'objet d'un remboursement. Cependant, dans certains cas limitativement prévus par les textes, les contribuables peuvent bénéficier d'un remboursement de crédit de TVA. Il s'agit notamment de la TVA acquittée par d'une part, les assujettis qui réalisent des opérations soumises au taux zéro en conformité avec les dispositions du dit article 36 et, d'autre part, par les sociétés pétrolières et les sous-traitants pétroliers en application du décret n° 2001-522 du 19 octobre 2001, portant modalité d'application de la TVA au secteur pétrolier. Lorsqu'elle est possible, la restitution des crédits de déduction de TVA intervient donc quand l'excédent des taxes supportées déductibles ne peut pas être résorbé par voie d'imputation sur le montant de TVA à reverser au Trésor. Dans tous les cas, le redevable doit justifier du crédit de taxe existant au moment de la demande. Nous présentons ci-après les procédures à suivre par les contribuables qui réalisent des opérations d'exportation, 1, et les entreprises du secteur pétrolier, 2. À noter, l'article 36 alinéa 2 de la loi n° 12A97 suscitée réserve la possibilité d'obtenir le remboursement du crédit de TVA aux exportateurs, aux industriels ayant réalisé des investissements consécutifs à une convention d'établissement dont le montant est fixé par décret et aux entreprises en cessation d'activité. 1. Procédure de remboursement applicable aux exportateurs. 1.1. Comment effectuer sa demande ? Selon la réglementation en vigueur, le contribuable qui n'a pu déduire en totalité sur ses déclarations mensuelles la TVA collectée, malgré les reports successifs, peut en demander le remboursement. La demande de restitution du crédit de TVA doit être adressée à l'administration des impôts accompagnée des pièces justificatives, notamment les originaux des factures fournisseurs, les références du paiement desdites factures, numéro du chèque, reçu de caisse, etc., ainsi que les justificatifs d'exportation tels que les documents douaniers et les autorisations d'embarquement de la marine marchande et un relevé d'identité bancaire. Rappel. L'article 18A3 de la loi sur la TVA précise que le droit à déduction est exercé jusqu'à la fin du premier exercice fiscal qui suit celui au cours duquel la TVA est devenue exigible. Après ce délai, la TVA non déduite est acquise au Trésor public. 1.2. Comment est effectuée la restitution ? Lorsque la demande de restitution est fondée, elle sera alors approuvée et les services fiscaux établiront un avis de remboursement qui permettra au receveur de remplir un bon de virement libellé au nom du contribuable et à l'ordre de sa banque. Important, si les circonstances l'exigent, l'administration a la possibilité d'opérer un contrôle plus approfondi dans les locaux de l'entreprise des pièces produites. Cet examen pouvant susciter un contrôle fiscal,
Il est fortement conseillé au contribuable qui entend solliciter un remboursement de crédit de TVA de s'assurer au préalable de la validité du montant de son crédit de TVA et également de la conformité du traitement fiscal de ses opérations au regard des règles fiscales en vigueur. 2. Procédure applicable aux sociétés pétrolières et à accent grave leurs sous-traitants. 2.1. Modalités de remboursement. Le régime de remboursement de crédit de TVA applicable aux sociétés pétrolières et à leurs sous-traitants est prévu et organisé par le décret numéro 2001-522 du 19 octobre 2001. Il ressort des dispositions de l'article 10 du décret suscité que la restitution de crédit de TVA est soumise à l'établissement d'une demande de remboursement par la société auprès de l'administration fiscale avant le 20 du mois suivant la constatation du crédit. Ce texte précise que le remboursement doit intervenir dans les 30 jours après la fin du mois, au cours duquel la demande a été introduite auprès de l'administration. Toutefois, si des erreurs ou omissions ont été relevées dans la demande de remboursement, le requérant est autorisé à déposer des demandes rectificatives dans la limite du délai d'exercice du droit à déduction, soit un an. Par ailleurs, lorsque la société a obtenu le remboursement de la TVA par imputation à la source, elle est tenue de fournir à l'administration fiscale les documents ci-après. Une déclaration mensuelle de TVA indiquant l'apurement partiel ou total du crédit de TVA correspondant au remboursement, une copie de la déclaration complète des impôts, droits et taxes sur lesquels l'imputation a été effectuée, toutes les pièces permettant à la comptabilité de l'État de régulariser ses écritures. Au regard de l'imposition à la TVA, le décret distingue expressément deux types d'opérations. Les acquisitions de biens, services et des travaux directement destinés aux études, à la recherche, à l'exploration, au développement, à l'exploitation, à la production, au transport et au stockage des hydrocarbures bruts qui sont facturés en franchise de TVA et des centimes additionnels. Les biens et les services destinés à l'usage domestique ou privatif de la société, du personnel ou des tiers qui sont exclus du droit à déduction. 2.2. Imputation de la TVA non remboursée. En application des dispositions de l'article 11 du décret numéro 2001-522 cité ci-dessus, le remboursement doit intervenir dans les 30 jours après la fin du mois au cours duquel la demande a été introduite auprès de l'administration fiscale. Le même article précise que la TVA non payée ne peut faire l'objet de remboursement. Toutefois, si le remboursement n'est pas intervenu dans ce délai, la société est autorisée à imputer dès le mois suivant le montant de la TVA non remboursée sur tous impôts, droits et taxes de toute nature, y compris ceux qui sont précomptés pour le compte du Trésor public, jusqu'à la compensation effective et totale du montant de la TVA à rembourser. Il ressort donc de cet article que cette possibilité d'imputation d'un impôt indirect sur des impôts directs est réservée aux seules sociétés pétrolières et à leurs sous-traitants, sous réserve de fournir tout justificatif et tout détail afférent à cette imputation. À noter, FFA Congo possède une large expérience pratique lui permettant dans les meilleurs délais de plus grand que préparer, motiver et constituer un dossier de demande en remboursement de TVA. Cette opération nécessite un examen de l'ensemble des factures ayant conduit à un crédit de TVA, conditions de fond de leur déductibilité, respect des mentions obligatoires, etc. Plus grand que déposer le dossier et en assurer le suivi devant les autorités concernées. Indispensable si l'on veut que le dossier aboutisse rapidement, jusqu'au remboursement complet du montant du crédit de TVA. Régime de taxation des plus-values au Congo. Nous évoquons dans cet article le régime de taxation des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé, des entreprises exploitées au Congo. En général, la plus-value est égale à la différence positive qui existe entre la valeur de cession et la valeur nette comptable des biens cédés. La valeur nette comptable correspond, lorsqu'il s'agit d'un bien amortissable, à la valeur d'origine diminuée du montant des amortissements pratiqués. Pour un bien non amortissable, la valeur nette comptable s'identifie à la valeur d'origine inscrite en comptabilité. Exemple 1. Une machine immobilisée et amortissable sur 5 ans est revendue au bout de 3 ans, en FCFA.
1. Principe général. Au terme de l'article 109 du CGI, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par des entreprises au cours de la période servant de base à l'impôt, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. Les plus-values visées par cet article sont celles résultant de la cession d'éléments de l'actif. Selon l'article 116A du CGI, est assimilé à une cession le retrait par le contribuable d'un élément faisant partie de l'actif de son entreprise ou de celle dans laquelle il est associé. Ainsi, la cession implique dans le sens juridique tout événement entraînant un transfert de propriété, exemple, en cas d'une vente, échange, et dans le sens comptable tout événement faisant sortir un élément de l'actif ou du bilan de l'entreprise, mise au rebut, apport partiel d'actifs, fusion, etc. Les plus-values réalisées sont des produits imposables au titre de l'impôt sur les sociétés. Elles sont incluses dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées. Le régime d'imposition varie selon que les plus-values sont constatées à la suite d'une opération d'exploitation normale, ordinaire de l'entreprise, d'une opération de fusion ou autre opération assimilée, ou encore suite à une opération entraînant une cessation totale de toute activité au Congo. 2. Le remploi des plus-values. Par dérogation au principe d'imposition des plus-values, l'article 118 du CGI prévoit un régime d'exonération des plus-values sous condition de remploi. Ainsi, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable les porte à un compte spécial plus-value à réemployer et prend l'engagement de réinvestir en immobilisation nouvelle dans son entreprise dans un délai de 3 ans à partir de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Cet article pose le principe d'exonération des plus-values réemployées et définit les caractéristiques des plus-values concernées par ce régime. Il doit donc s'agir de plus-values provenant d'une cession, c'est-à-dire les plus-values réalisées à la suite d'une aliénation volontaire ou involontaire. Exemple, cas de vente, d'apport en société, d'expropriation ou d'éviction. Plus-value réalisée en cours d'exploitation. La cession à l'origine de la plus-value ne doit pas avoir pour conséquence la cessation des activités de l'entreprise. Sont donc exclus du régime de remploi les plus-values constatées en fin d'exploitation. Plus-value portant sur des éléments de l'actif immobilisé. Le terme actif immobilisé englobe les éléments stables de l'actif conservé dans l'entreprise comme moyen d'exploitation. 2.1. Conditions requises pour l'exonération prévue à l'article 118 du CGI. Cet article donne aux contribuables la possibilité de déduire les plus-values réalisées du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées. Cette option est envisageable uniquement sous réserve du respect par le contribuable de certaines conditions énumérées par le texte. L'engagement de réinvestir les plus-values en immobilisation nouvelle. Toute entreprise souhaitant bénéficier de ce régime de faveur doit prendre l'engagement de réinvestir les plus-values réalisées en immobilisation nouvelle. Cet engagement doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées. L'article 118 du CGI ne précise pas sous quelle forme doit être présenté cet engagement. Sur un plan pratique, une simple lettre jointe à l'alias fiscal sera suffisant. En ce qui concerne le montant du réinvestissement, la loi précise qu'il doit être égal au montant des plus-values réalisées ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Exemple 2. Soit un élément de l'actif acquis 1 million FCFA, amorti à concurrence de 800 000 FCFA et revendu 400 000 FCFA. Le réinvestissement doit être au moins égal à 1 200 000 FCFA, soit 1 million plus 200 000. Ainsi, la plus-value de 200 000 FCFA sera déduite du bénéfice imposable si l'entreprise concernée réinvestit en immobilisation nouvelle, une somme au moins égale à 1 200 000 FCFA. L'inscription à un compte spécial, plus-value à réemployer.
Il s'agit de la comptabilisation de la plus-value, qui permet à l'entreprise et à l'administration fiscale d'assurer un suivi de la plus-value réalisée lors de la cession. Au terme de l'article 118 du CGI, le réemploi doit être effectué par l'acquisition d'immobilisations nouvelles. Avant 2003, le CGI prévoyait que le remploi pouvait être effectué par l'acquisition d'actions ou de parts permettant à l'entreprise d'assurer la pleine propriété du tiers du capital d'une tierce entreprise. Cette possibilité a été supprimée par la loi de finances pour 2003. Depuis 2003, et conformément à l'article 118 al. 3 du CGI, le remploi ne peut donc plus être effectué par l'achat ou la souscription d'actions de société ou de titres de participation. En revanche, l'acquisition de toute autre immobilisation, corporelle ou incorporelle, amortissable ou non, est éligible au régime du remploi. Le remploi des plus-values dans un délai de 3 ans. Afin de pouvoir bénéficier du régime d'exonération des plus-values réemployées, le contribuable doit prendre l'engagement de réinvestir en immobilisation nouvelle dans son entreprise et dans un délai de 3 ans à compter de clôture de cet exercice, une somme égale au montant des plus-values ajoutées au revient des éléments cédés. Ainsi, pour une plus-value réalisée au cours de l'exercice 2007, le remploi doit être effectué au plus tard le 31 décembre 2010. Si ce délai de 3 ans n'est pas respecté, c'est-à-dire dans le cas où la plus-value réalisée n'est pas réemployée dans les 3 années suivant l'exercice de cession, cette plus-value est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice de cession ou de cessation d'activité. De ce fait, si la plus-value réalisée au cours de l'exercice 2007 n'a pas été réinvestie en immobilisation nouvelle le 31 décembre 2010, le montant de cette plus-value sera réintégré rétroactivement au bénéfice imposable de l'exercice 2007. Une fois exonérées, les plus-values doivent, selon les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 118 du CGI, être affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations. Leur montant vient en déduction du prix de revient, pour le calcul des amortissements annuels et des plus-values réalisées ultérieurement lors de la cession de l'élément acquis en remploi. Exemple 3, nous reprendrons l'exemple 2. Dans le cadre du remploi des plus-values réalisées, l'entreprise achète 2 ans après une machine à 1,700,000 FCA amortissable sur 5 ans. À titre de rappel, la plus-value taxable était de 200 000 FCFA, le réinvestissement devait être au moins égal à 1 200 000 FCA. Les conditions du remploi étant remplies, délai et montant du réinvestissement, la plus-value de 200 000 FCFA sera déduite du prix de revient de la machine pour le calcul des amortissements fiscaux. Ainsi, le calcul des amortissements se fera sur la valeur 1,500 000 FCFA, 1 700 000 moins 200 000 est égal à 1 500 000. Il importe de noter que sur le plan comptable, les amortissements seront calculés sur 1 700 000 FCFA. En revanche, sur le plan fiscal, l'amortissement se calculera sur 1 500 000 FCFA. Ce retraitement fiscal s'opère donc de manière extra-comptable au niveau du tableau de détermination du résultat fiscal de la déclaration statistique et fiscale. 2.2. Une imposition différée des plus-values réemployées. Il convient de noter que l'exonération des plus-values employées prévue par l'article 118 du CGI est en réalité une exonération temporaire et s'analyse davantage comme un impôt différé puisque l'impôt ainsi exonéré, au titre de l'exercice de cession est, en définitive, acquitté ultérieurement par le jeu de la réduction de la base fiscalement imposable du bien. Exemple 4. Une société soumise à l'impôt sur les sociétés cède un élément de son actif au cours de l'année N en FCFA. La société réinvestit au 1er janvier N+1 une somme de 800 000 FCFA par acquisition d'un élément amortissable sur 5 ans. Au 1er janvier N+5, elle revend cet élément pour un prix de 240 000 FCFA. Premier cas, la société décide de ne pas invoquer le régime d'exonération prévu à l'article 118 du CGI. Calcul de l'impôt de l'année N. L'impôt sur la plus-value de cession de l'élément d'origine est immédiatement exigible. 100 000 fois 38% est égal à 38 000.
soit 38 000 FCF à d'impôt à acquitter l'année N. Calcul de l'impôt de l'année N plus 5. Total des amortissements à la fin de la 4e année. Annuité d'amortissement multipliée par 4 ans. 800 000 cinquième, multiplié par 4 égale 640 000 FCFA. Valeur nette comptable, valeur d'achat, somme des amortissements. 800 000 moins 640 000 est égal à 160 000 FCFA. Plus-value de cession, valeur nette comptable. 240 000 moins 160 000 est égal à 80 000. Impôt dû. 80 000 fois 38% est égal à 30 400. Soit 30 400 FCF à d'impôt à acquitter en N plus 5. Soit un total imposable de 38 000 plus 30 400 est égal à 68 400 FCFA. Deuxième cas. Le contribuable décide d'invoquer le régime d'exonération prévu à l'article 118 du CGI. Calcul de l'impôt dû l'année N. La plus-value de cession de l'élément d'origine, soit 100 000 FCFA, n'est pas imposée, soit 0 d'impôt à acquitter en N. Calcul de l'impôt dû l'année N plus 5. Il convient de noter ici que la plus-value exonérée en N sera déduite du prix de revient du bien acquis en réinvestissement, pour le calcul des amortissements. La base de calcul des amortissements fiscaux de l'élément acquis en remploi est donc égale à la valeur d'origine plus-value en report. 800 000 moins 100 000 est égal à 700 000 FCFA. Somme des amortissements à la fin de la 4e année. Annuité d'amortissement multipliée par 4 ans. 700 000 cinquième, multiplié par 4 égale 560 000 FCFA. Valeur nette comptable, valeur d'achat, somme des amortissements. 700 000 moins 560 000 est égal à 140 000 FCFA. Plus-value de cession, valeur nette comptable. 240 000 moins 140 000 est égal à 100 000 FCFA. Cette plus-value est imposée soit, 100 000 fois 38% est égal à 38 000. Pour une juste comparaison, il convient d'ajouter à ce montant la fraction des amortissements normaux dont la déduction n'a pu être effectuée puisque la base d'amortissement s'est retrouvée amputée du montant de la plus-value exonérée, soit 640 000 560 000, multiplié par 38% égale 80 000 fois 38% est égal à 30 400 FCFA correspondant, pour chaque année à 7 600 FCFA, soit 100 000 cinquièmes multiplié par 38%. L'impôt acquitté au total dans le deuxième cas est égal au total de celui acquitté dans le premier cas, soit 38 000 plus 30 400 est égal à 68 400 FCFA. Récapitulatif, impôt dû par année d'imposition. Il en résulte que l'exonération des plus-values réemployées prévues par le CGI correspond en réalité à une imposition différée, qui s'étale sur la durée d'amortissement du bien acquis en remploi. 3. Les plus-values de fusion, scission et d'apport partiel. Le législateur congolais a prévu à l'article 118C du CGI un régime de faveur des plus-values résultant des opérations de restructuration. Cet article dispose: les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions, de parts sociales ou d'obligations à la suite de fusion, scission ou apport partiel d'actifs, sont exonérées d'impôt sur les sociétés au moment de leur réalisation, à condition que les opérations profitent à des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés et ayant leur siège social au Congo. À titre de rappel, l'acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales donne les définitions suivantes de la fusion, scission et de l'apport partiel d'actifs. La fusion est au terme de l'article 189 de l'acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et le GIE, ci-après O, l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule, soit par la création d'une nouvelle société, soit par l'absorption de l'une par l'autre. L'article 261 du livre 1er, tome 2 du CGI précise que l'apport d'une branche complète d'activité par une société anonyme ou à responsabilité limitée à une autre société constituée sous l'une de ces formes est assimilé à une fusion de sociétés. La scission est selon l'article 190 de l'O,
l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. L'apport partiel d'actifs est défini à l'article 195 de l'eau, comme l'opération par laquelle une société fait apport d'une branche autonome d'activité à une société préexistante ou à créer. La société apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport. Les conditions d'exonération. L'exonération des plus-values dégagées à l'occasion des restructurations est subordonnée, au terme de l'article 118C du CGI, au respect de certaines conditions. Les plus-values concernées sont celles réalisées sur les éléments de l'actif à la suite d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actifs. Sont exclues de ce régime les plus-values réalisées sur les marchandises, de même que celles résultant d'une remise de somme en numéraire. Il doit s'agir d'une augmentation en capital de l'actif de la société bénéficiaire des apports. Les opérations de restructuration doivent profiter aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés et ayant leur siège social au Congo. Ainsi, la société absorbante, scindée ou bénéficiaire des apports, doit être une société congolaise soumise à l'impôt sur les sociétés. Il en résulte que les sociétés de personnes n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés ne peuvent pas prétendre à une exonération des plus-values dégagées à l'occasion d'une fusion, scission ou apport partiel d'actifs. Les conséquences de l'exonération. L'application de ce régime de faveur entraîne pour les entreprises concernées des conséquences variées en fonction de l'origine des plus-values. Les plus-values constatées sur des éléments immobilisés amortissables doivent être réintégrées progressivement dans les bénéfices de la société absorbante pendant une durée de 5 ans, à hauteur de 1/5 par an. Il ne s'agit donc pas d'une véritable exonération, mais d'un différé d'imposition sur 5 années. La taxation de la plus-value sur les biens non amortissables est différée si la société absorbante s'engage à calculer les plus-values résultant de la cession ultérieure de ces biens, sur la base de la valeur comptable existante chez la société absorbée. Cet engagement implique obligatoirement pour l'entreprise concernée la tenue d'un registre spécial pour le suivi de ses immobilisations. Ici, l'exonération de la plus-value est bien réelle sauf lorsque la société cède, après la fusion, les biens non amortissables concernés. Il semble toutefois que ces règles ne concernent en réalité que les opérations de fusion. En effet, et assez curieusement, l'article 118C du CGI évoque par ailleurs 2 autres cas, à savoir les plus-values résultant de l'apport intégral des actifs d'une société à 2 ou plusieurs sociétés de capitaux, et les plus-values résultant de l'apport partiel des éléments d'actifs constituant une branche complète d'activité d'une société à une autre société. Ces 2 cas concernent d'une part les opérations de scission et d'autre part les opérations d'apport partiel d'actifs. Pour ces 2 hypothèses, un traitement fiscal spécifique est prévu. En effet, l'exonération est subordonnée à l'obligation pour les sociétés bénéficiaires à s'engager dans l'acte de fusion, scission et d'apport partiel, à calculer les amortissements annuels à prélever sur bénéfices, ainsi que les plus-values résultant des cessions ultérieures d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés. Autrement dit, là où les sociétés bénéficiaires des apports devront, pour bénéficier de l'exonération, calculer les amortissements fiscaux des biens reçus en apport, non pas sur les valeurs d'apport, mais sur les valeurs nettes comptables telles qu'elles figuraient dans les comptes de la ou des sociétés apporteuses. Il s'agit donc là encore, non pas d'une véritable exonération, mais d'un différé d'imposition sur la durée d'amortissement des biens. Il est assez difficile de comprendre pourquoi existe ainsi une différence de traitement entre le cas de fusion et ceux de scission et d'apport partiel d'actifs. En effet, la société bénéficiaire ou absorbante est tenue, du point de vue fiscal, de reprendre pour le calcul de son bénéfice imposable, des amortissements et des plus-values éventuelles de réalisation des immobilisations, leur valeur nette comptable telle qu'il ressort des écritures de la société apporteuse, absorbée. 4. Imposition immédiate des plus-values en cas de cession ou cessation d'activité. Au terme des articles 63 et 118b du CGI, les plus-values résultant d'une cessation d'activité, d'une cession totale ou partielle d'activité ou de clientèle supportent une taxation réduite. Sur la base de la moitié de leur montant,
lorsque l'opération génératrice de plus-value intervient moins de 5 ans après la création ou l'achat du fonds ou de la clientèle. Sur la base du tiers de leur montant, si la cession intervient plus de 5 ans après l'achat du fonds ou de la clientèle. Il convient de noter la différence entre la plus-value dégagée à l'occasion d'une cession partielle et celle résultant de la cession d'une immobilisation isolée en cours d'exploitation. La première relève des dispositions de l'article 63 du CGI et implique une réduction de la base d'imposition, tandis que la seconde relève du principe général de taxation visé à l'article 109 du CGI, et est de ce fait intégralement taxable. 5. Comparaison entre les articles 63,118b et 118c du Code général des impôts. Le bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 118c du CGI implique que la société bénéficiaire prenne l'engagement de calculer des amortissements ultérieurs sur la valeur nette comptable constatée par la société absorbée ou bénéficiaire. En l'absence de cet engagement, ce régime d'exonération ne pourrait pas être imposé aux sociétés concernées. Ce régime peut être mis en compétition avec le régime d'imposition immédiate et atténuée prévu aux articles 63 et 118b, lorsque le régime d'exonération ne s'avère pas plus avantageux. Ainsi, face aux contraintes liées aux opérations de restructuration, une société apporteuse peut trouver un intérêt à se soumettre au régime d'imposition immédiate mais réduite plutôt qu'au régime d'exonération ou plus exactement d'imposition étalée dans le temps. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque les plus-values dégagées portent essentiellement sur les biens amortissables à court terme ou encore en cas d'existence de déficit reportable ou d'amortissement réputé différé. Le régime de taxation immédiate implique, il est vrai, une taxation immédiate mais réduite, selon le cas à la moitié ou au tiers. Toutefois, cette imposition pourrait être totalement neutralisée par l'existence de reports déficitaires ou d'amortissements différés dont la législation congolaise ne permet pas le transfert à la société bénéficiaire des apports. En outre, l'entreprise pourra amortir fiscalement les biens apportés sur les valeurs d'apport, c'est-à-dire généralement, sur des valeurs réévaluées réduisant ainsi ses bases imposables au cours des exercices ultérieurs. Il en résulte que chaque opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs, doit faire l'objet d'une étude préalable afin d'en optimiser les incidences fiscales. Exemple 5, cas d'apport partiel d'actifs. Une société à apporteuse dont le fonds a été créé depuis plus de 5 ans, en FCFA. Dans ce cas, le choix de l'article 63 s'impose pour les raisons suivantes. Conformément à cet article, il sera intégré au résultat imposable le tiers de la plus-value dégagée, soit 60 millions tiers égale 20 000 FCFA. 2. Cette plus-value est totalement neutralisée par les déficits reportables et les amortissements différés. 20 millions, 12 millions plus 8 millions égale 0. 3. En plus de la neutralisation de la plus-value dans cet exemple, la société bénéficiaire des apports pourra, du point de vue fiscal, calculer les amortissements des biens apportés sur la base des valeurs d'apport et non pas sur les anciennes valeurs nettes comptables figurant dans le compte de la société apporteuse. En supposant ainsi que la plus-value porte sur des biens amortissables, l'économie que réalisera l'entreprise pendant la période d'amortissement sera, par rapport au régime des apports partiels d'actifs de 60 millions x 38% est égal à 22 800 000 FCFA. 6. Le report d'imposition des plus-values en cas de décès de l'exploitant ou de constitution d'une société de famille. L'article 22 du CGI prévoit un report d'imposition des plus-values de fonds de commerce en cas de décès de l'exploitant, lorsque l'activité est reprise par les héritiers en ligne directe ou par le conjoint. L'imposition de la plus-value de fonds de commerce est donc reportée au moment de la cession ou de la cessation de l'exploitation par les nouveaux exploitants, à condition que ces derniers conservent toutes les évaluations d'éléments d'actifs figurant au dernier bilan dressé par le défunt. Ce régime d'imposition reste applicable et aux mêmes conditions en cas de partage de la succession, ou en cas de transformation de l'entreprise individuelle en société de personnes ou en société à responsabilité limitée par les héritiers en ligne directe et le conjoint. Ainsi, en cas de vente par la société nouvelle d'éléments d'actifs provenant du fonds de commerce du défunt,
l'imposition de la plus-value dégagée sera reportée au moment de la cession totale ou de la cessation de l'exploitation. En revanche, la plus-value dégagée dans ce contexte sera immédiatement imposée si l'une des conditions prévues à l'article 22 n'est pas remplie. C'est le cas notamment en cas d'entrée d'un tiers dans la société, en cas de réévaluation des éléments de l'actif de l'ancienne société, ou en cas de dissolution de la société. 7. La réévaluation des bilans. La réévaluation des bilans a pour effet de corriger ou d'ajuster les valeurs comptables de certains éléments du patrimoine des entreprises, afin de les mettre en harmonie avec les conditions économiques du moment, en dégageant leur valeur actuelle. On distingue deux types de réévaluation: la réévaluation légale et la réévaluation libre. La réévaluation légale. On parle de réévaluation légale lorsqu'elle intervient à la suite des dispositions légales qui fixent le champ d'application, les conditions et la durée de la réévaluation. Il n'existe, à ce jour, aucune disposition relative à la réévaluation dans la législation congolaise. La réévaluation libre. Cependant, à défaut de dispositions légales, les entreprises sont libres de procéder à une réévaluation de tout ou partie des éléments de leur patrimoine. Cette réévaluation des bilans peut être placée sous le contrôle du commissaire aux comptes, dans le cadre des sociétés anonymes. Dans le cadre de la gestion d'une entreprise, la réévaluation libre peut présenter de multiples intérêts en permettant l'adéquation de la structure bilancielle à la consistance du patrimoine de l'entreprise. La réévaluation libre peut se révéler particulièrement importante pour une entreprise lorsqu'elle envisage, par exemple, une augmentation de capital par voie de souscription publique, une cession totale. La réévaluation des bilans dans ce cas permettrait de justifier clairement du prix d'émission des titres offerts. Attention à la taxation de vos réserves libres. Après avoir traité dans notre précédente revue FFA numéro 09/2007, le régime juridique des réserves, il nous a paru utile de rappeler les règles fiscales applicables en raison notamment de la tendance actuelle des services fiscaux à réclamer l'impôt sur les distributions portant sur les réserves libres. Cependant, nous voulons souligner que l'objet du présent article n'est pas d'étudier ni d'analyser exhaustivement leur régime de taxation, mais plutôt de rappeler les modalités de leur taxation prévues par le Code général des impôts congolais. 1. Rappel des dispositions applicables. En principe, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, IRVM, est un impôt de distribution et frappe les bénéfices distribués par l'entreprise. La particularité du dispositif fiscal congolais réside dans l'imposition de réserves alors même qu'elles n'ont pas été distribuées. Cette taxation trouve son fondement dans les dispositions de l'article 9 bis du livre 3 du tome 2 du Code général des impôts qui prévoit une présomption de distribution des réserves libres. L'article 9 bis dispose que les bénéfices affectés à la réserve libre et pour lesquels la distribution n'est pas intervenue dans un délai de 3 ans sont considérés comme distribués et soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, IRVM. Cet article met donc en place une taxation des bénéfices réalisés par une entreprise et qui n'ont pas fait l'objet de décision de distribution. Le taux de droit commun de l'impôt en cas de distribution de dividendes est de 20%. L'impôt est payé par la société au nom et pour le compte de l'actionnaire bénéficiaire de la distribution, qui en est le redevable réel. L'article 9 bis a fait l'objet de correspondances tendant à le préciser, notamment l'instruction numéro 0303, MEF-BDGI-DLC du 29 avril 1999 de la Direction générale des impôts. Les précisions apportées concernent notamment la nature des réserves visées par cette disposition, la période de taxation visée à ce jour par cette disposition. 2. La nature des réserves visées par la taxation. La doctrine administrative fiscale de 199 a apporté des précisions à la notion de réserve. Les réserves sont définies comme des bénéfices ou profits que la personne morale a réalisés et qu'elle a conservés au passif de son bilan sans les incorporer au capital, quelle que soit la dénomination qu'ils prennent et sous quelque compte qu'ils se trouvent inscrits au bilan. La loi les regroupe en 3 catégories. Les réserves réglementaires,
Les réserves libres. Le report à nouveau. D'après le plan OCAM, les réserves réglementaires, c'est-à-dire la réserve légale, les réserves statutaires, les réserves contractuelles obligatoires et les réserves fiscalement réglementées, ne peuvent être ni distribuées ni incorporées au capital. Par contre, les réserves libres constituées à l'initiative de l'entreprise et utilisées selon ses besoins ainsi que les bénéfices non affectés laissés à sa disposition dans un compte report à nouveau, peuvent faire l'objet d'une distribution. Il découle de cette doctrine que les réserves libres, ou réserves facultatives, sont les bénéfices susceptibles d'être distribués par l'entreprise, y compris les bénéfices inscrits au compte report à nouveau. Ce sont ces réserves qui sont visées par la taxation prévue par l'article 9 bis. Ne sont pas donc concernées par l'imposition les réserves légales ou réglementaires selon le plan comptable en vigueur, qui ne peuvent être distribuées. 2. Période visée par cette taxation. En fait, l'article 9 bis oblige les entreprises qui constituent des réserves libres de les distribuer dans un délai de 3 ans. Autrement dit, ces dernières seront 3 ans après la réalisation du bénéfice et de leur inscription dans le compte des réserves libres, redevables de l'impôt dû normalement par les actionnaires, lesquels sont en réalité les débiteurs de l'impôt. Pour l'appréciation de ce délai de 3 ans et exiger le paiement de l'impôt sur les réserves qui sont venues à maturité, l'administration fiscale a précisé qu'elle n'est pas tenue par les délais statutaires des entreprises pour l'approbation des comptes, ni par le délai de 6 mois prévu par l'acte uniforme pour décider de l'affectation des résultats. Pour des réserves afférentes à l'exercice N, elle indique que le délai de 3 ans est réalisé, les réserves sont venues à maturité, à compter du premier jour suivant la date légale limite pour le dépôt auprès des services fiscaux des bilans de l'exercice clos le 31 décembre de l'année N+2. Par exemple, et compte tenu du fait que la date limite de dépôt des états financiers est fixée au 30 avril, les réserves libres constituées sur les résultats clos au 31 décembre 2004 seront en L', absence même de toute décision de distribution par les organes compétents de la société, imposée à partir du 1er mai 2007, celles constituées à partir du bénéfice de 2005 seront taxables à compter du 1er mai 2008 et ainsi de suite. Remarque: l'article 9 bis est introduit par la loi de finances pour 1998 et est applicable depuis 1998, c'est-à-dire aux réserves libres constituées à partir des bilans de 1998. En conséquence, les réserves libres qui seraient constituées avant le 31 décembre 1998 ne seront pas taxées. 3. Modalités permettant de différer la taxation. Il résulte de l'instruction précitée que la taxation à l'IRVM dans les conditions prévues à l'article 9 bis ne constitue pas une fatalité, mais seulement une éventualité. L'Assemblée générale des actionnaires ou associés peut toujours en effet décider d'intégrer au capital les réserves concernées avant leur arrivée à maturité. Il convient de préciser que la capitalisation des réserves au capital ne neutralise pas définitivement la taxation à l'IRVM, mais ne fait qu'en différer le paiement. En effet, la taxation à l'IRVM après cette capitalisation devrait être envisagée en cas de réduction ultérieure du capital par voie de remboursement, et non motivée par des pertes dans les 10 ans qui suivent l'opération d'augmentation de capital. Il en irait de même en cas de liquidation et de remboursement du capital. Hormis cette incidence à terme, il convient de préciser que l'opération de capitalisation des réserves facultatives comportera un coût fiscal. Droit d'enregistrement de 3% sur le montant de l'augmentation de capital et droit de timbre de dimension, ainsi que des coûts annexes, honoraires de conseil et de notaire, frais de publication légale, etc. À titre de rappel, les dispositions de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et du GIE permettent de réaliser des augmentations de capital par incorporation de réserves dans le cadre d'une AGE statuant aux conditions de quorum et de majorité des égaux, sans intervention nécessaire d'un commissaire aux apports. À noter, le cabinet juridique et fiscal est disposé à prêter son assistance pour un bon suivi et une meilleure gestion fiscale de vos réserves et reports à nouveau. Comment déduire ces amortissements en période déficitaire? Les amortissements réputés différés. Rappel:
L'amortissement est la constatation dans la comptabilité de l'entreprise de l'amoindrissement de la valeur d'une immobilisation, bien acquis ou créé pour être utilisé de manière durable pour l'exploitation, du fait de son usage, de son ancienneté et ou de son obsolescence. L'amortissement se traduit par une déduction du résultat net de l'entreprise. Mais que faire lorsque ce résultat net est déjà négatif, avant même la déduction des amortissements? En un tel cas, la loi autorise à différer la comptabilisation de l'amortissement, selon les modalités ci-après exposées. 1. Définition de l'amortissement réputé différé. L'amortissement réputé différé suppose que deux conditions soient réunies. Il faut un amortissement qui soit normalement constaté dans la comptabilité de l'entreprise. Il faut que l'exercice de comptabilisation de l'amortissement soit caractérisé par un résultat fiscal déficitaire. Attention, sur le plan fiscal, le caractère bénéficiaire ou déficitaire d'un exercice doit s'apprécier par référence au résultat comptable augmenté des réintégrations extra-comptables et diminué des déductions extra-comptables, non compris les déficits des exercices antérieurs. La comptabilisation de l'amortissement en période déficitaire ordinaire pourrait constituer un facteur pénalisant pour l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, puisque cette comptabilisation contribue à aggraver le déficit fiscal de l'entreprise. En matière d'impôt sur les sociétés, le déficit fiscal d'un exercice ne peut être reporté sur les exercices bénéficiaires postérieurs que dans le délai maximal de 3 années. Il va sans dire que l'entreprise pourrait se heurter à ce délai de report des déficits, et ainsi perdre définitivement le droit d'imputer les déficits datant de plus de 3 années. C'est la raison pour laquelle le droit fiscal permet à l'entreprise, qui a comptabilisé des amortissements en période déficitaire, de réputer différer ces amortissements et ainsi de pouvoir reporter de manière illimitée la fraction du déficit fiscal provenant de la comptabilisation desdits amortissements. 2. Exemple d'imputation des amortissements réputés différés. Il est important de rappeler que cette imputation s'opère de manière extra-comptable, lors de la détermination du résultat fiscal de la société. Exemple 1. Une entreprise réalise au titre de l'exercice 2005 un bénéfice comptable de 50 millions FCFA. Elle opère des réintégrations pour un montant de 30 000 FCFA et des déductions pour 200 millions FCFA. L'entreprise a un déficit fiscal de 10 000 FCFA au titre de l'exercice 2003 et a comptabilisé au cours de l'exercice 2004 des amortissements pour un montant de 80 millions FCFA. Le résultat fiscal doit être déterminé comme suit. Résultat fiscal provisoire avant imputation des déficits antérieurs. 50 millions plus 30 000 200 000 égale 120 millions. Résultat fiscal définitif. Déficit fiscal 120 millions. Réintégration amortissement 80 millions. Résultat fiscal 40 millions. En réserve, l'entreprise aura à la clôture de l'exercice 2005 un déficit fiscal d'un montant de 40 millions qui est reportable jusqu'à la fin de l'exercice à clôturer, le 31 décembre 2008. Un déficit fiscal d'un montant de 10 millions reportable jusqu'à la fin de l'exercice à clôturer, le 31 décembre 2006. Des amortissements réputés différés de 80 millions reportables sans limitation de durée sur les exercices postérieurs. Exemple 2. La même entreprise réalise les mêmes résultats sur les exercices susvisés, mais avec des amortissements d'un montant de 140 millions FCFA. La situation sera la suivante. Résultat fiscal définitif. Déficit fiscal, 120 millions. Réintégration amortissement, 120 millions. Dans ce cas, la réintégration des amortissements est plafonnée à hauteur du déficit fiscal. Résultat fiscal 0. En réserve, l'entreprise aura un déficit fiscal d'un montant de 10 millions reportable jusqu'à la fin de l'exercice à clôturer, le 31 décembre 2006. Des amortissements réputés différés de 120 millions reportables sans limitation de durée sur les exercices postérieurs. Exemple 3.
Une entreprise B a réalisé au titre de l'exercice 2005 un bénéfice comptable de 300 millions FCFA. Elle a opéré extra-comptablement des réintégrations pour un montant de 60,000,000 FCFA et des déductions pour 40 millions FCFA. L'entreprise B dispose d'un déficit fiscal datant de 2002 de 50,000,000 FCFA et d'un autre déficit fiscal datant de 2003 de 30,000,000 FCFA et d'amortissements réputés différés des exercices antérieurs de 300 millions FCFA. Le résultat fiscal est déterminé comme suit. Résultat fiscal provisoire, avant imputation des déficits antérieurs. 300 millions plus 60 millions moins 40 millions est égal à 320 millions. Résultat fiscal définitif. Bénéfice fiscal, 320 millions. Imputation déficit fiscal 2002, 50 millions. Imputation déficit fiscal 2003, 30 millions. Imputation partielle amortissement. Réputé différé, 240 millions. Résultat fiscal 0. En réserve, l'entreprise aura un reliquat d'amortissement réputé différé de 60 millions, 300,000,240,000,000, reportable sans limitation de durée sur les exercices postérieurs. La déclaration annuelle des salaires et autres rémunérations. Le Code général des impôts, au travers des articles 176 et suivants, et le Code de la sécurité sociale à l'article 23, oblige les employeurs à souscrire auprès des inspections des contributions directes et indirectes et de la Caisse nationale de sécurité sociale, au plus tard le 31 janvier d'une année, la déclaration annuelle des salaires et autres rémunérations dont ils ont assuré le paiement l'année précédente. La déclaration annuelle des salaires se présente sous la forme de 2 imprimés, voire les annexes 1 et 2. La déclaration des salaires et autres rémunérations versées par l'employeur à ses salariés au cours de l'année précédente, DAS1, et la récapitulation des cotisations versées à la Caisse nationale de sécurité sociale, des retenues d'IRPP sur les salaires, de taxes forfaitaires sur les salaires, de taxes régionales, ainsi que la liste de rémunérations non salariales supportées par l'employeur au cours de la même année, DAS2. Ces déclarations permettent à l'administration fiscale et à la Caisse nationale de sécurité sociale de connaître la situation exacte des rémunérations versées au cours de chaque exercice, de procéder à des rapprochements avec les différentes déclarations souscrites par les contribuables au titre de la même année. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.